Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 18 de mon podcast. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu au titre, le but de ce mois-ci et de l'épisode, c'était de voir aucun film américain pendant 30 jours. Donc pendant ce mois de juin, l'idée m'a été donnée par en fait un pote qui a fait la même chose le mois précédent, où il s'est dit qu'il verrait pas de film américain pendant un mois. Et je me suis dit que ça devait être sympa en fait de faire ça pour découvrir d'autres choses et de faire une sorte de mini-cure de cinéma américain. Alors je regarde pas que du cinéma américain, mais c'est vrai que c'est le cinéma que je vois le plus. Ensuite on a la France et ensuite on a le cinéma asiatique. Donc ce mois-ci je me suis découvert à pas mal de pays différents, même si en majorité, comme je l'ai dit juste avant, j'ai vu beaucoup de films français, donc j'en ai vu une quinzaine, ce qui est à peu près la moitié. Et de cinéma asiatique, je dirais à peu près une dizaine. Donc ça reste les deux cinémas que je consomme le plus avec le cinéma américain. Mais ça m'a permis de voir aussi en fait d'autres pays. Donc il y a eu la Suède, il y a eu les Pays-Bas, il y a eu le Sénégal, il y a eu le Canada, le Brésil, la Tchéquie, l'Europe, la Corée du Sud ou encore le Royaume-Uni. Il y avait vraiment beaucoup de films. Alors c'est pas forcément 2 ou 3 par chaque pays. Et je voulais un peu faire le tour et en voir beaucoup de différents. Donc pour ce faire, j'ai d'abord cherché sur différentes plateformes ou sites ou même YouTube, parce que sur YouTube il y a pas mal de films étrangers dispo gratuitement. Et ça m'a permis de me faire une petite liste en fait de films à voir pendant un mois qui venaient de différents pays et qui étaient plus ou moins longs, plus ou moins anciens, plus ou moins récents, pour avoir vraiment un balayage un peu sur tout le cinéma. Alors forcément, j'ai pas regardé un film par pays parce qu'il y a beaucoup de pays et beaucoup de cinémas différents et pas forcément facile à trouver aussi. Et donc voilà, j'ai quand même réussi à balayer pas mal de pays différents, même si j'ai gardé donc beaucoup de cinéma français et asiatique, mais j'ai quand même pu découvrir quelques pépites dont je vais vous parler par la suite, en faisant une petite review en fait à chaque fois, en vous donnant une petite note et mes avis. Alors sachant que je vais vous parler d'une trentaine de films, les films qui m'auront moins conquis, je vais essayer d'être plutôt rapide pour pas non plus faire durer le podcast trop longtemps, mais au contraire les films qui m'ont beaucoup plu et qui ressortent vraiment du lot pour le coup, je vais en parler beaucoup plus longtemps. Parce que ce mois-ci, j'ai découvert pas mal de pépites et de films que j'ai très bien notés, avec beaucoup de surprises en fait. Et en fait, je sais pas si j'aurais découvert ce cinéma là maintenant, si je m'étais lancé ce défi ou pas, sachant que je regarde pas que du cinéma américain comme je disais. Mais je pense que ça aide de ne pas en voir pendant un mois, ça aide à aller encore plus loin, plus rapidement. Et c'est un truc que je vais continuer à faire en fait, de varier les pays, même si encore une fois c'était déjà le cas. Mais je préfère approfondir ça et je préfère m'intéresser encore plus au cinéma étranger et à ce qui est moins connu aussi, parce qu'il y a des films dont je vais parler ici qui sont pas connus du tout peut-être. Et donc voilà, c'est un peu le but aussi de ce podcast, de vous faire découvrir peut-être des films étrangers, des films dont vous n'aurez jamais entendu parler peut-être, et des films un peu plus connus, surtout les films français, il y a pas mal de films connus. Pareil pour le cinéma asiatique, où il y a quelques classiques, on va dire. Et sinon, le reste des pays, ça va vraiment être un petit balayage de tout. Et j'espère donc que ça vous plaira. Jour 1 donc du défi Juin sans film américain, avec The Raid, sorti en 2011 et réalisé par Gareth Evans. Alors c'est un film que j'ai découvert un peu par hasard quand j'ai demandé un peu des recommandations pour ce petit défi. Et donc c'est un film de baston en fait, c'est vraiment un film d'arts martiaux. Pas trop kung-fu mais plutôt un mélange d'arts martiaux du coup asiatique. Et c'était vraiment très très cool. Alors le scénario il est un peu faible, c'est une histoire assez classique, mais il y a quand même beaucoup d'action. Il y a des scènes et des chorégraphies de combat qui sont exceptionnelles à regarder. Ça dure pas si longtemps, ça dure quoi, 1h40. Et c'est vraiment tout le long en fait, c'est de la baston avec des mecs qui se tapent dessus avec toutes sortes de choses. Il y a quand même beaucoup de flingues aussi, il y a quand même un côté où il y a quand même beaucoup d'armes à feu. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de combats rapprochés au corps à corps en fait, ou avec des armes de poing, donc ça c'est très cool à regarder. Et franchement ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film d'action aussi cool et aussi plaisant à regarder en fait. C'est le genre de film d'action en fait du coup qui change un peu aussi des normes, parce que du coup c'est du cinéma indonésien ici et donc c'était très cool à regarder et à découvrir, parce que ça a une approche différente des films d'action un peu qu'on connaît américains ou français ou en tout cas européens. Et donc c'était très 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 cool, avec une mise en scène très soignée et réfléchie, où vraiment chaque chose était utilisée et il y avait vraiment une ambiance, parce qu'en fait c'est un quasi huis clos en fait, c'est que ça se passe dans une tour où en gros ils doivent monter tout en haut pour buter un mec. Et en fait c'est ouf à quel point genre le huis clos, il est pas tant huis clos que ça, parce qu'il y a beaucoup de pièces en fait différentes. Il y a beaucoup de couloirs, il y a beaucoup d'étages et d'escaliers, tout ça. Et c'est très cool à regarder parce qu'en fait chaque chose est utilisée dedans et c'est vraiment hyper plaisant à regarder. Et j'ai mis du coup 4 sur 5 pour The Raid, donc partie 1. Parce que du coup il y a un 2 qui est sorti quelques années après je crois, que je n'ai pas encore regardé, mais qui ne sera tardé. Jour 2 maintenant du défi avec Pleasure, sorti en 2021 et réalisé par Ninja Thyberg, qui
qui raconte en gros l'histoire d'une jeune femme qui veut se lancer dans le monde du X en participant à des castings et à des tournages et qui se rend compte qu'en fait c'est pas si incroyable que ça et que c'est très dévalorisant en fait pour elle et pour son image. Donc là c'est un film suédois pour le coup qui donne une proposition intéressante. Franchement c'est intéressant de voir un peu l'envers du décor, même s'il est beaucoup montré. Pour le coup là ils ont pas lésiné sur les moyens. L'acting est très bon. On a l'impression que c'est un semi-documentaire en fait. C'est limite un truc réel, tellement que c'est bien fait. Et j'ai regardé en fait dans le casting et en fait il y a quasiment que des acteurs du X, des vrais acteurs ou actrices. Et c'est un peu bizarre parce que du coup j'ai découvert ça après et je me suis dit que du coup ça m'étonnait pas tant qu'on les voyait à poil dans le film. Donc c'est assez réaliste dans ce sens-là. Parce que l'acting est très bon, mais pour autant j'ai pas été plus convaincu que ça. Je sais pas, je trouvais que c'était assez redondant, ça aurait été peut-être plus adapté en fait au format court-métrage ou en tout cas moyen-métrage. Parce que je trouvais que là c'était assez répétitif et qu'on revoyait souvent les mêmes choses, même si encore une fois c'est intéressant de voir ce qui est dénoncé là-dedans, parce que c'est un film qui est quand même assez féministe dans le sens où c'est quand même sur la liberté et l'émancipation de la femme via un perso féminin exceptionnel vraiment à l'écran et qui gère le truc, mais j'ai pas été plus convaincu que ça. C'était intéressant, mais je sais pas, j'ai pas plus kiffé. Et je vous le conseille de pas le regarder sur la télé du salon parce que c'est vraiment montré bien comme il faut, quoi. Bref, j'ai mis 3 sur 5 et on passe au suivant. Pour le jour 3, je vais vous parler de Grave de Julia Ducournau qui est sorti en 2016. Alors c'est l'histoire d'une jeune étudiante en fait qui va rentrer en études de vétérinaire et qui va subir un peu les bizutages de début d'année, quoi. Alors c'est très spécial. Franchement je m'attendais pas à ça, même si j'en avais entendu beaucoup de bien. Ça m'a mis la claque en fait que j'espérais, quoi. C'était vraiment du body horror tout le long, avec des scènes vraiment très choquantes, violentes ou malaisantes. C'est vraiment, ça joue beaucoup sur du coup les corps forcément, mais aussi sur un peu l'ambiance et la psychologie des personnages. Et surtout du personnage principal. Et c'est vraiment incroyable à regarder. C'est en plus d'être très violent dans sa forme, c'est très beau dans son fond aussi. Pour ce qui est tout ce qui est message féministe en fait et sociétaux, dans le sens où c'est une sorte de, on va dire, métaphore entre guillemets de l'émancipation encore une fois du personnage et de un peu son passage à l'âge adulte. Et il y a beaucoup de trucs très cool et en fait chaque minute tu peux même pas savoir ce qui va se passer tellement que c'est pas prévisible en fait. La BO elle est très satisfaisante, franchement il y a un peu de tout mais ça rend le truc vraiment cool et ça participe beaucoup à l'ambiance générale du film. Ça c'était vraiment très très sympa à voir et à écouter. L'acting est exceptionnel. Que dire, c'était fou. L'actrice principale, je la connaissais pas, il me semble, et c'était vraiment, en fait, c'était une grosse claque. Dans l'ensemble, j'ai pas été déçu. C'est un film que j'ai vu un soir et qui m'a mis, qui m'a mis dans le mal. C'est vraiment très cool. C'est devenu mon préféré de Julia Ducournau d'ailleurs, parce que j'ai vu Alpha et Titan, mais celui-là c'est pour moi le meilleur, clairement. J'ai mis 4,5 sur 5 et j'hésiterai pas à le revoir parce que c'est vraiment très cool et c'est pour ceux qui aiment bien le body horror en fait, c'est foncé, genre c'est vraiment incroyable et c'est français donc c'est cool. Je conseille beaucoup Grave. Jour 4, on passe un petit peu du côté de l'Asie avec Tigre et Dragon sorti en 2000 et réalisé par Ang Lee. Alors je vais pas en parler longtemps parce que malheureusement j'ai pas regardé en entier. Ça arrive très rarement que je finisse par un film. Mais j'ai accroché jusqu'au 45, 1 heure à peu près. Et après en fait j'ai arrêté parce que je trouvais ça trop... Enfin j'ai pas trouvé ça intéressant. J'ai pas accroché, en tout cas j'ai pas été plus touché que ça dans la première heure. Il y a des scènes de combat et des chorégraphies qui sont très stylées puisque c'est du kung-fu. Donc il y a des sauts dans les airs, il y a des petits combats et tout rapprochés, donc c'est très cool à regarder. Mais j'ai pas été réellement accroché, donc je sais pas si c'est la fatigue ou autre chose, ou si c'est juste pas mon style. Mais on m'a donné des conseils sur Letterboxd, on m'a donné des films un peu similaires pour essayer que je réadhère au genre. Mais du coup je l'ai pas terminé, je l'ai pas noté parce que j'ai regardé vraiment que la moitié. Donc voilà, on va passer au suivant sans plus tarder. Pour le 5e jour, 2e gros coup de cœur du mois, avec Portrait d'une jeune fille en feu, donc de Céline Sciamma, sorti en 2019, qui est un film français, donc pour le coup, et qui est exceptionnel. Franchement, j'ai vu des retours un peu mitigés, il y avait des très bonnes notes comme des très mauvaises, et je pense que c'est en fonction de si on adhère ou pas au cinéma contemplatif. Donc il y a vraiment un film où ça se laisse regarder, c'est vraiment des plans qui pourraient être des tableaux en fait, ou des peintures, c'est vraiment très beau à regarder. Il y a peu de personnages, on doit être sur une dizaine à tout casser, et encore on se focus sur vraiment 2-3 principaux. Il y a peu de décors, c'est vraiment un quasi huis clos, même s'il y a des petites scènes dehors, tout ça. Mais en fait, il y a très peu de choses dans le film, il y a genre très peu de décors, très peu de persos, il n'y a pas de musique du tout.
Alors pour ceux qui savent, j'ai beaucoup de mal avec les films sans musique et sans BO parce que c'est un truc que j'aime beaucoup en dehors des films mais aussi dans les films. Et forcément quand il n'y a pas de musique dans les films c'est un peu compliqué à regarder pour moi. Mais là pour le coup la musique elle était remplacée par tout, par les dialogues, par les décors, par l'ambiance en fait, par tout. Et c'était très beau visuellement et ça a remplacé entre guillemets la musique. Même si à la fin il y a un petit peu de musique et la scène de fin est juste magnifique et incroyable à regarder. C'est franchement une des meilleures fins que j'ai peut-être pu voir, en tout cas cette année. Et c'est un film qui joue beaucoup sur les regards, sur les corps. Et donc en fait c'est un film qui parle d'une romance entre deux femmes et ça joue beaucoup sur les regards, sur les corps, sur les mouvements, tout ça. Et c'est très beau à regarder, c'est sensuel sans être sexuel. Donc même quand il y a des scènes sous-entendues, c'est jamais montré en fait, c'est juste c'est sous-entendu. C'est un petit peu métaphorisé parfois et c'est très cool à regarder. Franchement, ça dure 2 heures et je peux comprendre que ça passe lentement pour certains parce qu'il se passe pas grand chose en soi. Mais franchement, j'ai adoré et depuis le temps que j'en entendais parler, c'était vraiment une grosse claque. J'ai mis 4,5 sur 5 et j'hésiterai pas à le revoir parce que c'est vraiment un très très bon film, quoi. Jour 6 maintenant, du défi avec A Ultra sorti en 2004 et réalisé par Groland. Donc Groland qui est une sorte d'émission parodique. Alors je connais pas plus que ça mais j'ai déjà vu passer un petit peu sur internet. Et c'est un film donc franco-belge à l'humour assez absurde et assez noir. Bon, c'est assez court, ça dure 1h30. Il n'y a pas beaucoup de persos et en fait c'est une sorte de road trip un peu absurde au fin fond de l'Europe, il me semble. En fait il n'y a pas beaucoup de budget, c'est vraiment un film qui a été tourné sans beaucoup de budget. Ça se ressent mais c'est pas grave non plus dans le sens où ça arrive à rester très fort en fait, même sans beaucoup de budget et l'histoire tient le fil en fait. C'est très efficace dans sa mise en scène et dans son histoire. En mode road trip c'est très cool. C'est assez particulier, il y a des moments où je me disais c'est quoi ça, qu'est-ce que je suis en train de regarder, et au final en vrai j'ai un peu aimé dans le sens où c'est absurde et l'esthétique en noir et blanc était vraiment pas mal, mais j'ai pas été plus convaincu que ça. Donc je m'intéresserai sûrement davantage au cinéma de Groland et aux autres films qu'ils ont pu faire, sachant que lui c'est pas le meilleur et c'est pas le plus connu. Je l'ai un peu trouvé au hasard et du coup j'ai noté 2,5 sur 5, que ça reste quand même assez fun dans son concept et c'est unique quoi. On n'a jamais vu ça ailleurs. Je sais pas si je conseille, mais si vous êtes intéressé par ce genre de film, allez-y. Place au jour 7 maintenant, où j'ai découvert 3 films. Alors c'était une grosse journée niveau film, où avec un pote on a décidé de se faire un petit marathon de films un peu nuls. Donc on en a vu 2 dans la matinée, et moi j'en ai regardé un dans le train l'après-midi. Et donc j'ai commencé par Woo de Will M. Donc peut-être que vous en avez entendu parler parce que c'est un peu le film qui fait parler de lui ce mois-ci. Et donc qui est sorti forcément cette année. Will M qui est un youtubeur apparemment que je connaissais absolument pas et je n'avais jamais vu son contenu. Donc c'était totale découverte devant Woo. C'était atroce. C'est peut-être l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. L'acting était horrible. C'était vraiment... Pendant 2 heures, il n'y en a pas un qui jouait très très bien. Les dialogues ils sont pourris. Ils sont vraiment écrits avec le cul. C'est vraiment horrible à entendre. Il y a des refs et des citations, des intonations qui n'étaient vraiment pas utiles et qui cringe le truc en fait. En mettant des références à Mbappé, à Breaking Bad, ça rend pas le truc cool. Ça rend le truc vraiment gênant et trop ancré en fait dans notre monde. Donc ouais, c'était très gênant dans son fond. C'était assez brouillon aussi, il y avait un peu des trucs qui allaient pas, qui allaient un peu nulle part. On sent qu'il y a quand même du travail derrière. On sent que c'est un peu travaillé et qu'il a mis du temps à faire son premier film parce que c'est un premier film. Mais c'était très mauvais dans l'ensemble, beaucoup trop long pour ce que c'était, avec des cartons illisibles en type chapitrage, avec des sortes de citations à la Death Note un petit peu. Enfin, c'était assez spécial, une voix off beaucoup trop présente qui raconte tout et c'est vraiment chiant. Le seul truc que j'ai potentiellement aimé, c'est justement le perso ou les persos de Will M, qui en fait joue 2 persos dans le film très différents, et j'ai mis un moment avant de me rendre compte que c'était la même personne. Donc lui c'était pas trop mal encore, il y avait un petit truc au niveau de ses personnages, mais sinon globalement c'était horrible et c'était beaucoup trop long, avec une fin très spéciale, vraiment 2 heures pour ça, c'était vraiment pas la peine. Ouais, je le reverrai jamais je pense parce que c'était vraiment terrible à regarder, et j'ai noté 1 sur 5. Pour ceux qui me connaissent, je mets rarement des notes aussi basses, mais là pour le coup c'était vraiment horrible à regarder. Deuxième film donc de cette journée avec Banger de Somi, qui est sorti l'année dernière, qui est un film Netflix avec Vincent Cassel, Laura Felpin et Mr V. Alors il n'y a aucune vanne dans ce casting, et qui était un peu drôle mais très nul dans l'ensemble. Alors je vais pas en parler plus longtemps parce qu'il y a vraiment pas grand chose à retirer. Il y avait quelques vannes assez sympas mais globalement c'était très mid. Enfin même moins que mid en fait, j'ai mis 2 sur 5. C'était mieux que Woo quand même, mais c'était vraiment pas terrible et c'est vraiment un film Netflix comme on en a vu déjà 10 000. Bref, on passe au suivant.
Troisième film de cette journée, donc un film qui est vu dans le train sur téléphone. J'ai regardé L'origine du monde de Laurent Lafitte, sorti en 2020. Donc Laurent Lafitte qui est un acteur que j'aime plutôt bien et dont j'ai vu pas mal de ses films. Là, c'est un film qui est assez spécial, c'est absurde mais il y a des moments un petit peu problématiques, en tout cas assez limite. Et en fait c'est l'histoire d'un mec qui, son cœur s'arrête de battre. Et la seule solution pour que son cœur redémarre, c'est de prendre en photo l'entrejambe de sa mère. Donc c'est vraiment, il n'y a aucune vanne dans ce résumé de film. C'est spécial et j'ai su que ça venait d'une pièce de théâtre à la base. Donc Laurent Lafitte avait adapté. Je sais pas du tout si là dans la pièce c'est déjà abordé comme ça ou pas. Mais en fait dans le film il y a des passages assez limites qui tendent un peu vers l'agression sexuelle. Donc c'est un peu spécial à regarder, même très. Malgré ça il y a quand même quelques bonnes vannes. Il y a des répliques et des sketchs qui sont assez marrants. Mais le concept est très spécial, ouais. C'est assez chelou à regarder. J'ai noté 2,5 sur 5 parce qu'il y a des acteurs que j'aime bien. Et en vrai c'est un concept assez sympa. Mais c'est vrai qu'avec les passages problématiques ça gâche un peu le truc. Et ça rend le film tout de suite un peu creepy à regarder, quoi. Donc j'en garderai un petit souvenir parce que forcément j'ai jamais vu ça ailleurs, mais c'est assez vite fait, quoi. Mais bon, Laurent Lafitte, je t'aime quand même. Jour 8 et maintenant on revient du côté du Japon avec La Nuit des femmes de Kinuyo Tanaka, sorti en 1961. Alors c'est une totale découverte de cette réalisatrice japonaise et de son cinéma, où là on suit dans le film l'histoire d'une ancienne prostituée en fait qui veut revenir entre guillemets dans la société et qui se fait dégager de partout à cause de son passé. Donc c'est très bien de voir un film sur ça, je trouve c'est très sympa de voir ce que sont devenues les prostituées à cette époque après en fait la fermeture des bordels et des maisons closes. C'était assez nouveau, j'avais jamais vu de film comme ça. C'est un film qui traite des thèmes assez forts comme le féminisme encore une fois, l'émancipation et la critique aussi envers les hommes et la masculinité, dans le sens où en fait il y a beaucoup de personnages hommes qui profitent un peu du truc que ça soit une ancienne prostituée pour essayer de profiter d'elle en fait, comme si en fait elle était résumée qu'à ça, c'est-à-dire que même en fait les familles qui l'accueillent pour lui donner un travail en fait ils sont odieux avec elle, dans le sens où parce que c'était une prostituée qu'elle doit pas se laver dans la même pièce ou que le linge doit pas toucher le linge des autres. Enfin il y a des trucs qu'on se dit c'est un petit peu too much, mais en vrai ça renforce ce côté en fait un peu pestiféré du personnage principal, comme s'il était toujours rejeté peu importe où elle allait. Mais c'est justement ça qui rend le truc fort, c'est que c'est un perso féminin qui en fait se relève à chaque fois qu'elle se fait dégager. Et en fait tout le long du film on va la voir en fait suivre un petit peu différentes familles et différents employeurs, et en fait à chaque fois qu'elle va se faire dégager, elle va se relever, elle va retrouver quelqu'un pour travailler et tout. Et en fait c'est vraiment dans le but d'oublier un peu son passé et de passer à autre chose en fait, et de faire en sorte qu'on la résume pas qu'à ça. Et c'est un film donc qui est très prometteur, en noir et blanc, magnifique, restauré récemment en 4K et qui est vraiment très beau à voir. C'est un film qui n'a pas non plus vieilli, dans le sens où il y a des thèmes, comme je disais tout à l'heure, qui ressortent encore aujourd'hui en fait et qui sont encore importants aujourd'hui. Et pour un film qui a presque 75 ans, c'est vraiment, 65 ans plutôt, je calcule mal, c'est vraiment très avant-gardiste et très beau à regarder, et qui donnait envie de regarder forcément la suite de la filmographie de Kinuyo Tanaka. Maintenant, retour en France pour le jour 9 avec Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard, donc qui est un de ses films les plus connus après À bout de souffle. Donc Pierrot le Fou qui est sorti en 65 et qui met en scène Jean-Luc Belmondo notamment. C'est un film dont j'entendais parler depuis un moment parce que forcément c'est un des pionniers un peu de la nouvelle vague et des films de cette époque-là. Mais j'ai assez été déçu dans l'ensemble. Il y avait des propositions intéressantes comme les cuts un peu aléatoires, contrairement à Bout de Souffle où j'avais détesté. La musique aussi qui est plutôt sympa et qui joue en fonction de la mise en scène, tout ça. Et aussi le quatrième mur qui est brisé plusieurs fois, où les personnages nous parlent directement ou font référence en tout cas aux spectateurs. Donc c'est très très cool à regarder et très surprenant en fait parce qu'on s'y attend pas du tout. Je pense que j'ai décroché au bout de la première heure, en tout cas à la moitié du film je dirais. J'ai pas trouvé ça tant passionnant, même si les dialogues étaient très bien écrits, mais c'est vrai que j'ai pas été plus convaincu que ça et ça m'a pas passionné, même si donc encore une fois il y avait des scènes plutôt sympas et des procédés cinématographiques très cool. Mais bon, je pense que je le reverrai un jour parce que j'étais peut-être pas dans ma meilleure forme pour le voir. Et du coup voilà, j'ai mis 3 sur 5. Je l'oublierai certainement pas, mais c'est un film qui m'a un peu déçu. Pour le jour 10, on passe du côté du cinéma franco-sénégalais, donc avec La Noire de Ousmane Sembène, réalisé en 66 et qui est un moyen métrage, parce que ça dure 1 heure, qui est assez court du coup et efficace,
dans le sens où on suit en fait l'histoire d'une jeune sénégalaise qui va se retrouver dans le sud de la France, en fait qui va aller dans le sud pour en fait passer des vacances et découvrir un peu les paysages de la France. Sauf que en fait c'est dans une période où c'est encore très raciste et très néocolonialiste, dans le sens où en fait elle va se rendre compte que elle va travailler en fait pour une famille blanche, mais qui est vraiment très cliché quoi, avec des propos très racistes et très durs à entendre, dans le sens où c'est des propos qu'on n'entendrait plus aujourd'hui, en tout cas qu'on entend parfois et qui en fait à chaque fois choquent parce que c'est horrible à se dire que c'était vrai. Et donc c'est bien dans le sens où le réalisateur a fait en sorte de choquer un peu le spectateur et montrer ce que c'était vraiment à cette époque-là, donc pour une femme noire. Et le fait que le titre il s'arrête à 3 petits points, ça veut dire un peu que le personnage est pas représenté comme un personnage entre guillemets, parce que dans le film il l'appelle un peu comme ça, voire pire, c'est vraiment une famille très raciste et très comme ça, avec la maîtresse de maison un peu qui est odieuse et très qui exerce son pouvoir de domination quoi sur le personnage principal. En fait c'est un film avec une fin qui est assez inattendue, parce qu'elle est pas montrée mais elle est très explicite quand même, et on se dit qu'en fait ça a dû arriver plein de fois et que c'était vraiment atroce à cette période pour ces gens-là. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'en fait le personnage, donc de base, il y avait un idéal qui était visé, qui s'est effondré en fait clairement, et qui en fait tout ça à cause du racisme et des discriminations à cette époque. Donc c'est un film qui est important à regarder. Encore une fois, ça dure 1 heure, c'est très sympa et c'est en noir et blanc, et il est facilement trouvable sur internet, notamment sur YouTube. Donc je conseille beaucoup La Noire de Ousmane Sembène, qui est un réalisateur que je découvre aussi par la suite. Jour 11 maintenant, on se redéplace du côté de l'Asie avec un film chinois qui a beaucoup fait parler de lui l'an dernier. Le titre étant Escape from the 21st Century, donc réalisé par Li Yang, donc qui est quelqu'un aussi que je découvre, qui est clairement un film qui va à 1000 à l'heure. Il y a plein d'idées de mise en scène à la seconde, c'est vraiment très rapide et il se passe plein de choses, que ce soit en animation, en prise de vue réelle, en 3D, enfin il y a plein de trucs différents. Franchement c'est un film qui est fait pour ceux qui ont des troubles de l'attention, parce que là, il n'y a aucun monde où vous pouvez décrocher du film tellement que c'est rapide et que ça va vite. J'étais peut-être un peu trop fatigué pour l'avoir apprécié pleinement, parce que j'en attendais quand même beaucoup au vu des retours, mais c'est vraiment un film que j'ai vu de nulle part, avec des idées partout tout le temps, qui aussi développe des thèmes assez cool, comme le passage de l'adolescence à l'âge adulte, ou un peu le futur et l'avenir que réservent ces jeunes. Mais franchement c'était très sympa, il y avait beaucoup de trucs, beaucoup de couleurs, beaucoup de cuts, beaucoup de plans, mais il y avait des trucs très absurdes aussi, donc forcément c'est ça qui m'a le plus plu je pense, avec des trucs qui n'ont rien à voir, ou des trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire. Donc je pense que je le reverrai quand même un jour pour le ressavourer pleinement. Mais j'ai quand même mis 4 sur 5 parce que c'était vraiment un très bon moment. Et le cinéma chinois, merci pour tout en fait. Pour le jour 12, je vais vous parler de certainement le meilleur film de ce mois-ci que j'ai découvert au cinéma. Je vais vous parler de The Furious, donc qui est sorti cette année, de Kenji Tanigaki. Alors c'est vraiment un film que j'ai pris un peu au hasard et qui en fait s'est avéré très proche de The Raid, dont je vous ai parlé au tout début de cet épisode. Donc qui est un film d'action pour le coup là japonais, d'arts martiaux et de chorégraphie incroyable à regarder. Franchement, au cinéma c'est incroyable de voir ça. C'est des bastons en fait tout le long du film. La première étant déjà mise en scène au bout de 2 minutes de film. C'était vraiment ouf à regarder. Il y avait très peu de dialogue pour le coup, très peu d'histoires vraiment racontées, parlées. Mais alors ça se tape tout le temps dessus. La mise en scène, il y a plein de trucs qui sont utilisés. Il y a des idées en fait tout le temps. Les chorégraphies, elles se ressemblent jamais. T'as des trucs, c'est exceptionnel à regarder. Franchement, je suis choqué du travail de chorégraphie et d'action qui a été travaillé là-dedans, parce qu'il y a des trucs, j'ai jamais pensé à ça en fait. Il y a des idées de fou en termes de chorégraphie et de scènes d'action. Et là pour le coup, contrairement à The Raid, il n'y a pas d'arme à feu. Il y a peut-être un moment où il y a un fusil à pompe, mais c'est tout. Il n'y a aucune arme à feu en fait, c'est que du combat rapproché avec des couteaux, des lames ou des trucs. Il y a même un archer, c'est pour vous dire. C'est un film qui est vraiment très cool parce que les armes, c'est un peu trop facile dans les films, c'est un peu trop bien pour régler l'histoire. Alors que là, comme il y a des bastons tout le temps, avec plusieurs persos en même temps, ou à différents endroits, enfin, c'est trop bien à regarder. Franchement, j'ai été choqué du film. J'ai passé un trop bon moment. C'est peut-être devenu un de mes films préférés directement. Mais franchement, je n'hésiterai pas à le revoir parce que c'était vraiment trop bien à voir. Avec une histoire qui est peut-être plus approfondie que dans The Raid. J'ai trouvé que c'était peut-être plus intéressant. Avec un personnage principal muet, donc on l'entend jamais en fait, mais ça fait aussi toute la force du perso et de son histoire. La BO est également très satisfaisante. Franchement, il y a des musiques, j'étais à fond dedans. Ça m'a donné des frissons à certains moments quand ça accompagnait certains plans, certaines séquences. Pareil pour celle du générique. Franchement, rien de mieux que pour finir un film avec une musique qui envoie du lourd
toujours jusqu'à la fin. Et bref, je l'ai directement mis à la première place de mon top 2026, qui changera peut-être d'ici là, parce qu'on est quand même à la moitié de l'année. Mais franchement, une de mes meilleures découvertes all time. Et au cinéma, c'est une séance que je regrette absolument pas. Et que je serais curieux de voir ce que ça donnerait en 3D ou en 4DX, parce que franchement, il y a des trucs, c'est incroyable. Franchement, exceptionnel. Je conseille The Furious. Allez au cinéma pour le voir, pitié. Et bref, merci le Japon encore une fois. Pour le jour 13, je m'entends vous parler de Black Dog, qui est sorti en 2024 et qui est un film chinois réalisé par Guan Yu. Ici, on a affaire à une histoire d'amitié entre un ancien détenu et un chien qui est un peu envahissant, qui est un petit peu malade. Et donc c'est une histoire en gros où les deux persos se ressemblent assez dans un certain point et qui vont donc se lier d'amitié. Donc pour ce qui est de mon avis sur le film, j'ai été assez mitigé sur le fond de l'histoire. C'est pas un film très long, mais j'ai pas été emballé plus que ça par l'histoire en général. Il y a pas mal de thématiques abordées dedans, mais j'ai pas été non plus très convaincu, on va dire. Par contre, pour ce qui est de la forme, j'ai beaucoup aimé, avec des plans larges qui sont vraiment dingues et qui sont vraiment très beaux à regarder. C'était vraiment, je pense, le point fort du film, c'est qu'il y avait des très beaux plans, de grands ensembles, en fait, où les deux persos, ou le perso tout seul, et en fait, au milieu, ou quelque part dans le plan. J'ai trouvé ça très intéressant, surtout par rapport au fait que c'est un personnage qui est assez seul au final, même s'il va donc se lier d'amitié avec ce chien. Mais voilà, j'ai pas été plus convaincu que ça sur ce point-là. Mais par contre, ce qui m'a fait un petit peu monter ma note, j'avoue, c'est la BO, donc, qui est quasi absente, on va dire, dans le film. Mais quand elle est présente, c'est des musiques de Pink Floyd, qui est un groupe que j'aime énormément. Et je l'avais capté déjà quasiment dès le début du film, où on voit une affiche du film The Wall dans la chambre du perso principal, et où je me suis dit, ok, c'est sûr qu'on aura affaire à des musiques de Pink Floyd. Et ça a pas raté, j'étais très content d'entendre ces musiques-là, parce que c'est des musiques que j'écoute tout le temps en ce moment, et que j'aime beaucoup. Donc c'est encore une fois, ça c'est plus la forme que j'ai aimé, donc plus que le fond. Le fond, j'étais assez mitigé. Je sais pas si je vais en retenir grand chose, à part que c'est un film assez silencieux, on va dire, entre un chien et un humain. Mais voilà, c'était sympa. J'ai mis 3,5 sur 5, qui m'a laissé en partie grâce à la forme et forcément à la BO de Pink Floyd, que j'ai beaucoup aimé. Pour le jour 14, je vais maintenant vous parler de Vampire Humaniste, cherche suicidaire consentant, qui est donc sorti en 2023 et qui est réalisé par Ariane Louis XVI. Alors c'est un film qui va parler en fait d'une jeune adolescente, on va dire, qui est vampire et qui doit tuer ses premiers humains, parce que c'est un peu le but du vampire, de devoir se nourrir de sang humain et d'êtres humains. Et donc en fait ça va aborder beaucoup de thèmes centraux en fait de cette période dans nos vies, donc comme l'amitié, les rapports avec la famille, l'adolescence, tout ce qui est en fait relations amoureuses ou amicale. En fait, ça va aborder beaucoup de thèmes comme ça, sous-entendus ou pas, et surtout, en fait, sous la métaphore du vampire et du fait de passer en fait de l'âge adolescent à l'âge adulte. Alors, c'est un film que j'ai beaucoup aimé dans le sens où c'est assez absurde comme histoire, parce qu'en fait c'est tout à fait normal d'avoir des vampires sur Terre et de fréquenter en fait des vampires ou non, ou de se faire tuer en fait par des vampires. C'est un humour qui est assez noir en fait tout le long, où, forcément il y a des gens qui meurent, tout ça, c'est assez sanglant on va dire, même si ça reste assez soft, mais c'est assez, l'humour noir est maîtrisé en fait tout le long, et donc il y a beaucoup de thèmes abordés comme je disais tout à l'heure. Il y a une scène qui m'a beaucoup plu justement par rapport à ces thèmes, et en fait c'est une des scènes où les deux persos se retrouvent dans une chambre, et en fait on dirait qu'ils vont passer à l'acte, on va dire, sexuel pour leur première fois, et au final en fait c'est beaucoup de références donc forcément à ce moment-là, mais en fait ça l'est pas du tout, c'est beaucoup orienté, c'est surtout orienté, et c'est carrément orienté vers le fait de tuer et de se laisser tuer, de se laisser un peu prendre sa virginité en quelque sorte, mais là plutôt son sang, parce qu'en fait c'est le garçon qui va se laisser entre guillemets, il veut se laisser mordre par la fille, donc c'est assez drôle de voir, je trouve, cette scène, comment elle a été faite et à quoi elle renvoie en fait dans l'imaginaire collectif, tout en montrant en fait aucun rapport sexuel. Il y a des plans très beaux tout le long, c'est vraiment des couleurs que j'ai bien aimées, vraiment des cadrages et des compositions que j'ai bien aimées tout le long du film. Et il y a d'autres scènes qui m'ont quand même beaucoup plu, parce qu'en fait c'est un film assez simple et assez court, mais il y a des scènes qui ressortent très bien, comme la scène du vinyle qui m'a beaucoup plu, où en fait ça reste un plan fixe en fait sur un vinyle qui tourne avec les deux persos qui l'écoutent et qui se regardent, tout ça, et j'ai trouvé ça super beau, surtout avec les paroles forcément qui renvoient beaucoup au thème de l'histoire et à cette relation en fait entre les deux personnages. Et donc plus généralement une BO très très cool que j'ai beaucoup aimé et qui m'a convaincu tout le long du film. Jour 15, je vais être assez bref. J'ai vu deux films qui m'ont pas trop convaincu. Le premier étant donc Le Corbeau, sorti en 1943 et réalisé par Henri-Georges Clouzot, donc qui est un réal que j'aime plutôt bien, notamment parce qu'il a réalisé Le Salaire de la Peur, qui est un de mes films préférés depuis très très longtemps. Donc j'avais un petit peu d'attente avant de voir Le Corbeau, qui est donc assez intriguant comme titre et comme histoire. C'est une sorte d'enquête en fait dans un village où il y a un mec qui envoie des lettres anonymes à tout le monde du village et qui met un peu la zizanie en dénonçant les tromperies et les infidélités, tout ça. Mais j'ai trouvé l'ensemble assez mal vieilli, avec un ressenti très très long. Franchement ça dure 1h30, mais c'est ressenti 2h15. J'ai vraiment pas passé un très bon moment, on va dire,
même si il y a des très beaux plans à certains moments, et il y a une restauration en 4K qui est vraiment nickel, avec des noirs et blancs magnifiques. Mais globalement, j'ai pas aimé l'histoire. Il y avait beaucoup trop de persos. Je trouvais qu'on pouvait s'y perdre assez vite dans tout ce village, et au final, c'est assez vite oubliable. Franchement, ça m'a pas marqué plus que ça. C'est un film que j'ai vu dans le train, certes, mais j'ai pas aimé vraiment l'histoire en général, et j'ai vu d'autres avis qui disaient aussi, en fait, comme moi, que ça avait mal vieilli, parce que ça doit être un ressenti assez global. Pour le deuxième film de cette journée, j'ai regardé Bye Bye Brazil, sorti en 1980 et réalisé par Carlos Diegues, donc qui est un réal que je connaissais pas du tout, un film que je connaissais pas du tout, mais que je me suis dit pourquoi pas. Et donc je l'ai découvert au cinéma. Comment dire que c'était assez compliqué comme séance, dans le sens où j'avais fait donc quelques heures de train avant, j'avais mangé juste avant et la digestion a pas aidé à regarder le film vraiment. Alors j'ai bien aimé les persos, franchement ils étaient assez fun. Il y avait pas mal de persos assez drôles dans l'histoire. L'humour en général, c'est pas une comédie, mais il y a quand même pas mal d'aspects comiques et de situations assez marrantes. La BO était vraiment pas mal pour le coup. Je sais pas si j'écouterai tous les jours la musique, mais franchement c'est ressorti assez bien. Mais malheureusement je me suis endormi une vingtaine de minutes pendant le film, donc c'est un peu compliqué de tout vous résumer ça, surtout qu'il dure 1h40. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage de m'être endormi, mais bon, il est jamais trop tard, je pourrais le revoir plus tard et peut-être l'apprécier encore mieux. Pour le coup là ça m'a pas plus marqué que ça, même si le plot de base m'avait un petit peu intéressé. Pour le jour 16, je m'entends vous parler de Nino, sorti en 2025 et réalisé par Pauline Locques. Alors c'est un film qui a fait un peu parler de lui l'an dernier, étant donné que l'acteur principal a gagné une récompense pour ce rôle dans ce film. Et c'est un film donc qui raconte l'histoire d'un gars qui va apprendre un peu du jour au lendemain que on lui a diagnostiqué un cancer de la gorge, et donc qu'avant qu'il se répande, il faut évidemment faire une chimiothérapie. Sauf que tous ces examens et ces médicaments entre guillemets peuvent avoir des incidences sur sa fécondité et donc sur ses spermatozoïdes. Il va devoir du coup en prélever en fait pour les congeler au cas où s'il veut des enfants par la suite. Et donc en fait voilà, c'est une sorte de course contre la montre ou en un week-end. Du coup le film il se déroule sur 2-3 jours. Il va devoir réaliser quelques petits trucs avant de démarrer le processus en fait de guérison et de chimiothérapie pour s'assurer en fait d'avoir des enfants plus tard s'il en souhaite. Et aussi il y a aussi ce truc de devoir le dire à sa famille, et c'est pas forcément très facile. Alors c'est un film que j'ai bien aimé parce que c'est très sincère, c'est aussi drôle, c'est touchant, en fait il y a pas mal d'émotions pendant le film. C'est vraiment un mélange de plusieurs scènes qui vont en fait varier en fonction des personnages et de ce qui va se passer dedans. Et j'ai vraiment trouvé ça très cool parce que c'est vraiment, il y a un mélange de tout, c'est pas que triste, c'est pas que drôle. Et ça que j'ai bien aimé, c'est que le personnage principal va devoir donc annoncer à ses proches pourquoi il doit faire ça et ce qui se passe en fait ce week-end-là. Il va devoir renouer avec des gens ou reparler avec des gens, ou rencontrer des gens. Ça va être un mélange de plusieurs rapports et de plusieurs relations en fait pendant le film. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Il y a des plans vraiment très cool à regarder, vraiment très sympa visuellement. C'est un film qui est aussi court et efficace. Franchement, c'est 1h30, ça se regarde tout seul, c'est très sympa. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, si je me rappelle bien, ou en tout cas ils sont très efficaces. Et en fait, l'ensemble est très émouvant en fait dans son sujet, que j'ai rarement vu en fait au cinéma. Il y a une scène en particulier qui m'a beaucoup plu, c'est où les deux persos sont dans un lit pliable, enfin en tout cas un canapé lit, et en fait il va retrouver quelqu'un de sa vie d'avant. Ils vont parler et tout, ils vont passer une soirée ensemble et ils vont s'allonger donc dans ce lit. Et ça m'a beaucoup fait penser à un des plans, mon plan préféré en fait de Requiem for a Dream, qui est un de mes films préf ou mon film préf, et qui en fait niveau en termes de composition, en termes de colorimétrie, ça m'a beaucoup fait penser à ce plan là en fait dans Requiem. Donc je sais pas du tout si c'est voulu, mais en tout cas si c'est voulu, c'est le clin d'œil est passé direct pour moi. C'est un de mes plans préférés, donc forcément je l'ai tout de suite capté. De par l'ambiance et de par les couleurs, ça m'a beaucoup fait penser à cette scène dans le film. Donc voilà, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu et que donc j'ai mis 3,5 sur 5. C'était vraiment très cool, c'est très court, très efficace. Franchement, je conseille directement. Jour 17 maintenant, je vais vous parler de Hanabi, réalisé par Takeshi Kitano, sorti en 1997, qui est un film dont j'entends parler depuis 3-4 ans déjà, et qui, au vu des notes, m'avait fait monter mes attentes en fait de beaucoup, parce que c'est un film qui est très connu du cinéma asiatique, notamment de ce réalisateur qui est aussi acteur dans le film et dans d'autres de ses films. Et donc je suis allé au cinéma découvrir donc Hanabi en bonne et due forme, parce que forcément c'est les meilleures conditions pour le voir, et j'ai pas été déçu, même si la première partie, elle m'a paru un peu compliquée. Alors c'est un film qui dure 1h30, 1h40, mais toute la première partie elle est assez compliquée parce qu'il n'y a pas de repères temporels, il y a plusieurs intrigues en même temps, et c'est assez dur de s'y retrouver au niveau des persos et de ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de dialogue, le personnage principal étant pas muet, mais il parle très peu, en fait il y a très peu de dialogue dans le film. Il parle au bout de la 15e ou 17e minute, c'est vraiment très longtemps après qu'on entend en fait le son de sa voix, mais une fois que la première partie est passée, c'est vraiment là où tout a été installé et on peut comprendre ce qui se passe et pourquoi on a plusieurs intrigues à la suite. Alors c'est un film dont là j'ai pas envie de résumer
parce que c'est un film qui se vit plutôt de se raconter. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'histoire, plutôt les histoires qui se déroulent en fait dans ce film, avec en fait une dualité entre la douceur et la violence, parce que c'est un film qui est très doux, très posé, avec une ambiance en fait très atmosphérique, mais qui en fait a pas mal de violence de la part du perso principal ou d'autres personnages, et en fait c'est toujours des rapports comme ça qui sont brisés, ou en tout cas choquants ou surprenants, où en fait le calme peut être rompu d'un seul coup par un coup de poing dans la gueule ou un coup de flingue quelque part. La BO, elle est somptueuse, vraiment c'est de Joe Hisaishi, donc celui qui a composé la quasi-totalité des musiques des Ghibli. Donc pour ceux qui connaissent, forcément c'est très très beau à écouter. J'ai mis clairement tout l'album du film dans ma playlist, parce que c'était vraiment très beau comme musique, et tout le long c'était vraiment parfait, et ça jouait beaucoup, et ça amplifiait beaucoup l'atmosphère en fait, et l'ambiance, et le ton du film. J'ai eu beaucoup de coups de cœur dans ce film. Alors la première partie était compliquée, mais notamment les moments de couple entre le perso principal et sa femme, donc qui est atteinte de leucémie, où en fait il va un peu tout faire pour elle jusque la fin de sa vie à lui, ou à elle en tout cas, et c'était des très beaux moments, avec des moments de complicité et d'amour en fait, même s'il y a aucune parole, ça se joue dans les regards, dans les gestes, dans l'action en fait, dans les rires, et c'était vraiment très beau à voir ces moments de couple entre ces deux personnages. Il y a les dessins donc du réalisateur lui-même qui figurent dans le film, qui ont une place en fait dans l'intrigue et qui servent au film, et j'ai trouvé ça ouf quand j'ai appris qu'en fait c'était lui qui avait aussi fait les dessins, parce que du coup il a réalisé, il a joué et il a dessiné, puisque c'est un artiste aussi. Et enfin j'ai beaucoup aimé donc les personnages qui étaient tous intéressants, l'image qui était vraiment magnifique, et il y avait des très beaux plans, surtout de la mer, qui est un sujet, enfin plutôt un lieu qui revient souvent chez Kitano, et plus généralement j'ai beaucoup aimé le film, même si il faut être concentré, parce que c'est pas un film qui est forcément facile. Comme je dis dans la première partie, il faut pas se laisser abattre. J'ai vu qu'il y a des gens qui se sont endormis dans la salle, et ça m'étonne pas trop, parce que le film est un peu compliqué à rester compréhensible et clair. Mais franchement, je conseille beaucoup donc Anabi, qui est sorti donc en 1997 et qui est vraiment un film asiatique monstrueux. Jour 18 maintenant, où je vais vous parler de Alice, sorti en 1988 et réalisé par Jan Smakmeyer, qui est un réalisateur tchèque qui a fait beaucoup de films en stop motion, mais aussi en prise de vue réelle. Donc là, c'est le cas donc de Alice, qui est une des nombreuses adaptations de Alice au Pays des Merveilles, et qui ici revisite en fait l'histoire de base en mélangeant des prises de vue réelles avec des vrais acteurs, mais aussi en stop motion avec beaucoup de techniques différentes et de procédés d'utilisation de la technique qui sont vraiment bluffants à l'écran. Donc c'est un film qui a l'ambiance un peu particulière. C'est vraiment, il y a très peu de dialogue, et le fait que ça soit beaucoup de stop motion, ça rend aussi ce côté-là, on va dire artisanal et fait main, mais aussi mélangé avec les acteurs, où en fait on voit que c'est du stop motion, on voit les techniques, on voit un peu les effets spéciaux faits à la main, et j'ai trouvé ça très cool en fait visuellement, ce que ça a apporté aussi donc à l'ambiance. Donc comme je disais, il y a peu de dialogue, c'est vraiment le personnage principal qui dit la plupart des choses. C'est plus visuel que sonore, parce qu'il n'y a pas non plus de musique, et ça se joue vraiment sur l'ambiance et sur beaucoup de bruitages qui forcément accompagnent tous les mouvements des objets qui ont été utilisés dans le film. J'ai beaucoup aimé certains aspects, comme les créatures et des animaux un peu spéciaux. C'est vraiment, il y a beaucoup d'idées, c'est assez absurde, dans le sens où c'est des créatures qui n'existent pas forcément, ou alors que le réal a revisité, qui n'existent pas dans le livre de base. Et donc j'ai eu un coup de cœur pour certaines scènes en stop motion, qui est une technique que j'aime beaucoup en animation et que j'aime beaucoup pratiquer aussi, comme le tiroir avec les feuilles, donc où en gros c'est un tiroir d'une commode en fait qui va s'ouvrir, et où il y a toutes les feuilles de la pièce qui vont rentrer dans ce tiroir, et visuellement c'était beaucoup trop beau. La couleur des feuilles et le fait qu'elles bougent toutes ensemble en harmonie, c'était vraiment très beau à voir. J'ai beaucoup aimé cette scène. Les animaux squelettes aussi, où c'est des animaux en fait qui sont morts et qui sont en fait c'est leur squelette qui bouge, mais ils correspondent pas forcément à l'animal de base. Il y a un peu des mélanges d'animaux par rapport à leur corps, tout ça. Et aussi la scène où Alice pleure dans une pièce de maison, et elle pleure tellement que la salle se remplit de ses larmes, et en fait elle nage en fait dans ses larmes. Et j'ai trouvé ça trop cool d'avoir eu cette idée, et c'est vraiment c'est impressionnant visuellement. N'importe quelle scène dont je vous ai cité, ou même du film, c'est très beau à voir, et tu te dis mais le mec avait tellement d'idées, tu peux jamais savoir ce qui se passera la minute d'après, parce qu'il y a tellement de trucs différents, de bruitage, de persos, de techniques, c'est vraiment très beau, et j'ai beaucoup aimé ça. C'est surtout ça qui m'a beaucoup plu, que l'histoire de Alice au Pays des Merveilles, je m'y connais pas plus que ça, et ça me passionne pas non plus énormément, mais le fait qu'il ait revisité à sa manière, et qu'il y ait que lui qui l'ait fait comme ça, à moins que je me trompe, je trouve ça vraiment trop fort. Et c'est un film qui j'ai l'impression qu'il est pas assez connu, parce que c'est vraiment fort, et c'est un film qui est disponible sur YouTube, donc c'est vraiment accessible à tout le monde, et c'est 1h30 en fait de stop motion et de prise de vue réelle qui sont vraiment très beaux à voir.
jour 19 maintenant, où c'est un autre film que j'ai vu au cinéma. Je vous parlais du Vertige, réalisé par Quentin Dupieux, et qui est sorti cette année. Alors vous en avez peut-être entendu parler, parce que la promotion du film, elle va assez loin en termes de présence dans les médias, ou même sur Paris par exemple, où on a pu voir beaucoup d'affiches et d'interviews par exemple, qui ont été animées, ou plutôt réanimées en fait, dans le style du film, qui est une animation qui est assez, assez spéciale, dans le sens où elle date un petit peu. C'est les graphismes de PS1 ou PS2, il me semble, si je dis pas de bêtises, et qui rend vraiment très bien, parce que c'est un truc qu'on n'a jamais vu nulle part, ou en tout cas pas depuis longtemps, et le fait de ressortir ça en 2026, c'est très risqué, mais très original aussi. Pour ce qui est du fond, maintenant, je suis resté un petit peu perplexe. J'ai un peu du mal à tout capter et j'ai trouvé que c'était pas forcément abouti. Mais dans l'ensemble, c'était assez drôle et surprenant. Et forcément, l'animation, elle joue beaucoup en fait dans cette ambiance particulière. Alors, c'est un film qui dure pas longtemps. On connaît Quentin Dupieux pour ses films assez courts. Mais c'est pas mon préf, loin de là. Mais je reconnais quand même le travail d'animation qui est vraiment très surprenant en fait à voir. Très risqué, comme je disais aussi. Mais qui m'a laissé un sentiment de pas fini. Même si j'aime globalement quasiment tous les films de Dupieux, mais là j'ai pas été non plus très conquis. J'ai quand même mis la note de 3 sur 5 parce qu'il y a pas mal d'acteurs que j'aime bien dedans. Alain Chabat et Jonathan Cohen ont suffi à me convaincre pour aller voir le film, en plus d'être de Dupieux. Mais donc voilà, c'est un film que j'ai découvert au cinéma et qui était vraiment original à voir, avec un sentiment assez particulier à la fin, mais qui en fait fait toujours son effet et c'est difficile de repartir sans avoir été bouleversé. Alors dans le sens où, ok, le fond est peut-être pas très loin et pas très approfondi, mais où c'est un film qui ne te laisse pas indifférent, surtout sur sa forme qui est une animation qu'on n'a plus l'habitude de voir maintenant. Pour le jour 20, je vais maintenant vous parler de Rouler Jeunesse, qui est sorti en 2018 et réalisé par Julien Guetta. Alors c'est un film que j'ai lancé avec cette chaleur atroce et où j'avais besoin d'un film qui me fasse pas trop réfléchir, juste histoire de passer un bon moment et de rire un petit peu. Et au final c'est un film qui est assez mid, les thématiques elles sont assez survolées, il y a des bonnes idées malgré tout, mais globalement c'est un peu court, ça dure 1h15, 1h20 je crois, et c'est un sentiment de pas fini, un peu comme le précédent, mais c'est pas encore pareil, parce que là c'est vraiment, on sent qu'il y a de l'envie, mais même ça c'est pas assez ressenti, on n'arrive pas trop à ressentir ce qu'il y a dedans, même s'il y a certaines scènes qui sont plutôt pas mal, mais qui sont jamais trop profondes en fait. Et c'est un peu ça que j'ai pas trop aimé, et qui est vraiment un film qui s'oublie très vite parce que c'est pas non plus exceptionnel. Et pour vous dire, j'ai même eu l'impression en fait pendant tout le film de l'avoir déjà vu, mais je suis pas du tout sûr si en fait je l'ai déjà vu et que je l'avais oublié entre deux, ou du moins quasi oublié, parce qu'il y avait des scènes qui m'étaient quand même un petit truc. Mais globalement voilà, c'est un film qui se regarde vraiment tranquille sur TF1 un dimanche, et pas plus que ça quoi. Pour le jour 21, je vais maintenant vous parler de Pink Floyd Live at Pompéi, qui est sorti en 72 et qui est ressorti l'an dernier, il me semble, en version longue, donc d'une 30aine de minutes de plus, avec une image qui a été améliorée, il me semble, où en fait c'est un live documentaire, c'est pas tellement un film, qui retrace ce concert-là, donc du groupe britannique, dans les ruines de Pompéi, où il n'y avait aucun public, c'était que le groupe et quelques techniciens autour. Mais donc c'est le groupe qui va chanter, ou du moins jouer certaines de leurs musiques. Alors il y a 5 ou 6 titres différents je crois, mais qui sont assez longs et qui sont coupés par des cartons qui font un peu office de chapitrage, mais qui réexposent les titres des musiques qui vont être jouées, avec certaines scènes un peu en off, quand le groupe mange, ou quand ils accordent leur instrument par exemple, quand ils composent. Et donc c'était très sympa de voir un petit mélange de ces musiques là dans les ruines, et de leur processus de fabrication de certaines musiques. Alors même si c'est pas un film où il n'y a pas de scénario et où il n'y a pas entre guillemets d'histoire, il y a des plans qui restent très beaux, avec vraiment des couleurs vraiment très sympas à voir, mais aussi avec un montage qui est parfois rythmé sur la musique. Je pense à certaines musiques où plus la musique était rapide, ou en tout cas plus elle montait en tension, plus les plans étaient rythmés, et c'était très plaisant de voir cette concordance entre les plans et le son, surtout que c'est forcément des très bonnes musiques, hein. Pink Floyd c'est vraiment un des meilleurs groupes du monde, et c'était vraiment très cool de voir ça, cet événement là, parce que c'est un groupe que je pourrais jamais voir en concert, mais qui donc m'a permis de voir quand même un de leurs concerts sur un écran. Et c'est assez original et intéressant à regarder, dans le sens où le lieu est très déjà spécifique. Pompéi, et même les ruines de Pompéi, c'est assez original comme lieu. Et puis on a affaire à des musiques forcément magnifiques, qui font partie de certaines de mes préférées, et j'ai trouvé ça très cool en 1h30 en fait d'écouter de la musique tout en voyant le groupe jouer, et un peu voir comment ils font et comment ils jouent en fait, comment ils ont joué aussi plutôt, parce que forcément c'est un groupe qui n'a pas joué depuis un moment, mais qui a laissé dans ce live documentaire en tout cas une très belle image de leur concert.
Pour le jour 22, je vais maintenant vous parler de Orphée, sorti en 1950 et réalisé par Jean Cocteau. Alors j'avais adoré Le Testament d'Orphée, qui est en fait un film qui suit Orphée et qui était donc le dernier film de Jean Cocteau. Et donc j'ai d'abord découvert en fait Le Testament d'Orphée sans savoir entre guillemets qu'il y avait une sorte de préquel, même si ça n'a pas tellement de rapport. Mais dans celui-là, j'ai été moins conquis que Le Testament d'Orphée, que j'ai vraiment adoré, qui a fini dans mon top 4 directement. Là, dans Orphée, on suit en fait une histoire un peu moins surréaliste, ou en tout cas un peu moins absurde que Le Testament d'Orphée, où dans Le Testament d'Orphée, il y a vraiment beaucoup de choses différentes, beaucoup de procédés, un peu du rêve et de l'imaginaire. Et là, dans Orphée, c'est une histoire peut-être un peu plus basique, qui en fait reprend donc le mythe d'Orphée avec ces différents personnages en fait de la mythologie. Et j'ai été moins conquis dans le sens où ça m'a pas plus parlé que ça. Alors je m'y connais très peu en mythologie et du mythe de base, même si c'est assez connu, à part des dialogues et des procédés qui sont vraiment très sympas pour le coup, comme dans Le Testament d'Orphée en fait, où les dialogues, chaque dialogue c'est limite une citation. Et des procédés en fait de l'époque, des effets spéciaux vraiment un peu faits à la main et qui sont très très efficaces, qui restent vraiment très efficaces et qui participent beaucoup en fait à l'ambiance un peu du rêve et de l'imaginaire de l'univers en fait de Jean Cocteau. Donc à part ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai moins aimé l'histoire et le déroulé. Donc je pense que je le reverrai peut-être plus tard pour voir si c'était juste pas le bon moment ou pas. Mais j'ai quand même préféré Le Testament d'Orphée, qui d'ailleurs dans ce film-là on retrouve beaucoup de trucs qui ont déjà été utilisés en fait dans Orphée. Jean Cocteau, on remarque, j'ai vu 3 films de lui pour l'instant, on remarque que dans les 3 films que j'ai vus, donc c'était Orphée, Le Testament d'Orphée et Le sang d'un poète, il y a des procédés qui reviennent souvent et des manières de faire qui reviennent, ou même des dialogues en fait, il y a des citations qui reviennent entre les films qui sont pas tout à fait pareils mais qui veulent dire la même chose, ou en tout cas qui ont la même idée. Et donc voilà, malheureusement j'ai pas plus aimé que ça et je suis un peu déçu. J'ai quand même mis 3,5 sur 5 parce que c'est un auteur que j'aime bien et j'aime un de ses films énormément, mais je pense que je le reverrai pour voir si c'était juste pas le bon moment ou pas. Jour 23 maintenant avec Black Snake, la légende du serpent noir, qui est une comédie française sortie en 2019 et réalisée par Carole Rocher et Thomas N'Gijol. Alors j'appelle ça un film caniculaire dans le sens où c'est un film que j'ai vu avec les fortes chaleurs et où j'avais besoin vraiment de voir un truc qui ne demande pas de réflexion et d'attention particulière. Parce qu'avec la chaleur, c'est un peu plus compliqué de se concentrer devant un film. Je me suis dit qu'une comédie, ça pourrait faire l'affaire. Et malgré ces 1h30 ressentis beaucoup plus, c'était pas si terrible. Alors le concept de base est sympa, c'est une sorte de super-héros en Afrique qui en fait un peu se découvre super-héros du jour au lendemain grâce à un serpent qui le mord. C'est un peu une origin story à la Marvel quoi, mais revisité on va dire. Et c'était pas incroyable. Enfin le concept de base ça promettait un petit truc sympa, mais ça tourne vite en rond et en fait en 1h30 y a pas mal de trucs qui reviennent souvent et c'est pas tant drôle que ça. Il y a quelques vannes qui sont vraiment très drôles. Il y en a beaucoup qui sont assez gênantes ou pas efficaces. Et mal vieilli en fait, même si le film il date de donc 2019, c'est un film qui se passe dans les années je crois 60 ou 70 et donc il y a beaucoup de blagues qui sont un peu limites. C'est pareil pour l'écriture des persos féminins en fait qui est atroce. Après je pense que c'est voulu vu que c'est un film qui se passe à cette époque, tout ça c'est peut-être voulu que les persos féminins aient cette écriture et ce rôle là, mais c'est assez chelou de voir ça dans ce genre de film et d'un film aussi récent. Donc voilà, je vais pas en parler plus longtemps. C'était un film qui était beaucoup trop long, même s'il n'est pas tant long que ça, mais le ressenti est beaucoup trop long et je pense que c'est un film que je vais vite oublier. Maintenant, je vais vous parler du Voyage de Chihiro, sorti en 2001 et réalisé par Hayao Miyazaki, fondateur du studio Ghibli. Alors, c'est le premier rewatch du mois parce que c'est un film que j'ai déjà vu il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, je dirais, et j'avais très peu de souvenirs du film. C'était vraiment que des scènes clés, comme la scène traumatisante des parents qui se transforment en cochons, qui a traumatisé toute une génération et qui vraiment m'a marqué carrément depuis que je l'ai vu. C'était une des principales scènes dont je me rappelais, mais sinon tout le reste, c'était carrément oublié. Alors, certainement parce que c'est un film que j'ai vu donc il y a longtemps et que depuis j'avais pas forcément repris l'occasion de le revoir. Donc j'ai rien à prendre à personne, mais forcément les personnages ils sont tous hyper stylés, hyper bien écrits. Les musiques, pareil, Joe Hisaishi dont je parlais tout à l'heure, qui encore signe une BO magnifique, qui est très très belle, mais encore une fois c'est des choses que tout le monde connaît, on va dire, c'est un des Ghibli les plus connus, les plus réputés et les plus appréciés par les fans ou pas. Mais pareil, c'est un film avec une ambiance très belle, avec des couleurs, tout ça, des longs plans en fait, où on prend le temps un peu de regarder tout ça, les couleurs et les détails et les dessins. C'est un très bon Ghibli dans l'ensemble, c'est pas mon préféré, mais je suis content de l'avoir revu parce que depuis le temps j'avais carrément oublié beaucoup de choses et beaucoup d'histoires aussi ou d'enjeux en tout cas du film. Donc voilà, c'était très cool et je pense que je me referai peut-être certains Ghibli pareil que j'ai vu il y a trop longtemps et dont je me rappelle plus aujourd'hui.
pour continuer dans l'animation japonaise, je vais vous parler de Akira, sorti en 1988 et réalisé par Katsuhiro Otomo. Alors c'est un film d'animation qui se passe dans un nouveau Tokyo un peu futuriste, avec des gangs qui se baladent en moto. J'avais pas mal d'attentes parce que c'est un titre et une affiche qui sont vraiment très intrigants. On sait pas trop ce que c'est si on s'attarde pas plus que ça. Et c'est une affiche qui est aussi iconique avec le personnage principal, ou en tout cas un des persos principaux qui s'approche de la moto du film, une des motos du film en fait. Alors j'ai pas accroché très longtemps. Dès les 30 premières minutes, je savais que ça allait pas être mon style et que j'allais avoir du mal à le finir. Surtout qui dure 2 heures, donc 2 heures quand c'est un film que t'aimes pas trop, c'est un petit peu long. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le style graphique des années 80 dans la Japanime, qui est vraiment très très belle et qui en fait vieillit bien et qui est vraiment très sympa à l'écran. Et une BO très cool qui m'a beaucoup plu, avec des musiques un peu différentes à chaque fois et qui renforcent l'atmosphère un peu futuriste du film et un peu cyberpunk. J'ai quand même terminé le film sans avoir été conquis, donc je suis allé jusqu'au bout en me disant bon pourquoi pas, mais en fait j'ai pas compris grand chose et c'est un ressenti qui est assez global de ce que j'ai vu, parce que j'ai vu pas mal de gens qui comprenaient pas forcément la hype ou en tout cas le but de l'histoire. Donc je pense que c'est un film à approfondir et à chercher un peu loin, parce que c'est pas très très facile à comprendre. Dès le début on te balance plein de persos, plein de noms, plein de trucs machin. Tu comprends pas forcément tout. On te parle d'un certain Akira, enfin c'est pas très clair. Et je pense qu'en fait je suis juste pas le public du film. Même si je pensais, parce qu'il y a des films comme ça que j'ai bien aimé. Mais là pour le coup je suis carrément passé à côté. Et donc j'ai mis 3 sur 5 parce que c'est pas nul en soi, c'est juste que j'ai pas plus aimé que ça. Et qu'il y a quand même des procédés plus donc techniques que j'ai beaucoup aimé. Deuxième film vu de cette journée avec Yannick, qui est sorti en 2023 et réalisé par Quentin Dupieux. Donc deuxième film de Dupieux que je vois ce mois-ci. Donc c'était un revisionnage parce que j'ai vu le film il y a 2 ans à peu près et je pensais pas que ça faisait autant de temps honnêtement. Alors il y a des vannes qui m'ont beaucoup refait rire parce que du coup j'en avais oublié pas mal. Il y avait quelques trucs dont je me rappelais, mais globalement c'était une totale redécouverte avec en fait des personnages qui sont tous assez uniques et assez spéciaux. Yannick étant vraiment un personnage qui est touchant, il est dingue, il est aussi naïf et abruti. Il est assez multifacette où en fait on découvre plein de facettes de lui pendant le film. On s'y attache alors que c'est lui le kidnappeur en fait, le preneur d'otages. Donc c'est assez marrant de voir un personnage comme ça interprété par Raphaël Quenard. Je pense que c'est un des Dupieux les plus accessibles pour commencer sa filmo. Il me semble que c'est un des Dupieux aussi qui a fait le plus d'entrées et qui a fait plus parler de lui en fait, déjà par le casting, par sa durée qui est encore une fois très courte et en fait un concept assez spécial dans un théâtre, en fait un huis clos qui se passe entièrement dans un théâtre. Donc j'ai trouvé ça très sympa de le revoir 2 ans après, parce que ça peut mûrir et ça peut changer. Et au final, je pense que je l'ai plus apprécié la deuxième fois que la première fois, parce que voilà, j'ai redécouvert des vannes et les personnages, mais aussi l'histoire et un peu ce qui s'en dégage. Alors à la fin, je suis pas forcément fan avec le dernier plan et tout, la BRI qui rentre dans le théâtre, mais à part ça, je pense que c'est un des meilleurs Dupieux que je puisse conseiller pour commencer, avec une durée très courte, des acteurs plutôt connus et plutôt bons, et une histoire que vous n'avez jamais vue ailleurs. Jour 26 désormais, avec Joint Security Area qui est sorti en 2000 et réalisé par Park Chan-wook, donc le réalisateur de Oldboy ou la trilogie de la vengeance plus particulièrement, ou encore Aucun autre choix qui est sorti plus récemment. Donc c'est un film qui parle en fait de deux soldats nord-coréens, il me semble, qui meurent en fait entre la frontière de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Et en fait on va apprendre tout au long du film qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Et c'est un film qui est très intéressant parce que du coup ça met en parallèle les deux Corées et le conflit donc entre ces deux territoires. Donc les 50 premières minutes, elles m'ont beaucoup plu, elles m'ont vraiment mis dans l'histoire et tout, c'était vraiment très bon avec un peu d'action, des dialogues, de l'enquête, tout ça. Les 50 suivantes, elles ont été un peu plus compliquées parce qu'il y a beaucoup de retours dans le temps et je suis pas forcément fan des allers-retours comme ça avec des dates, tout ça, parce que pour m'y retrouver c'est pas forcément facile, mais cependant j'ai bien aimé. Donc les personnages, il y a à peu près 4-5 persos principaux et en fait on va les suivre tout au long de cette histoire, un peu dans le désordre, et on va en apprendre de plus en plus sur ce qui s'est vraiment passé entre eux, pourquoi les soldats sont morts entre ces deux territoires. C'est un film qui m'a demandé des recherches après le film. Forcément, j'avais pas tout compris et même si j'ai saisi un peu le fin mot de l'histoire, j'avais besoin d'être plus éclairé et d'être mieux dirigé en fait sur vraiment ce qui a voulu être dit et montré. On va dire que les nombreux personnages, les nombreux noms des persos plutôt, ça m'a aussi paumé. Sinon j'ai beaucoup aimé les effets de caméra et les transitions qui sont toujours très très bons, venant du maître Park Chan-wook qui gère sa caméra et qui fait l'insolent avec, mais c'est ça qui est kiffant, c'est que il te fait des trucs et tout, il te surprend et tu te dis bon vas-y, il est trop fort donc on va le laisser faire.
Donc c'est un film que je reverrai certainement. Vu que je connais l'histoire maintenant, j'aurais moins de mal à rester dedans en fait et de tout comprendre. J'ai mis 4 sur 5 parce que ça m'a vraiment beaucoup plu dans l'histoire et dans le propos en fait par rapport à ce conflit et à cette enquête en fait entre donc la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et c'est un film aussi dont je suis assez surpris parce que j'en ai jamais trop entendu parler, alors que c'est un réalisateur coréen qui est super connu, qui a fait beaucoup de bons films. Et celui-là pourtant j'ai l'impression qu'il passe un peu en dessous des radars et qu'il fait pas trop parler de lui, alors que franchement ça vaut beaucoup le coup. Jour 27 maintenant avec Pink Floyd The Wall, sorti en 1982 et réalisé par Alan Parker, qui est donc ici ma 3e rewatch du mois, mais aussi du film, parce que du coup j'ai vu le film 3 fois en 5-6 mois je dirais, et c'est une 3e rewatch qui est toujours aussi folle. Franchement je me lasserai jamais de ce que je verrai à l'écran dans ce film, et pareil d'entendre la BO qui est magistrale, forcément c'est du Pink Floyd, c'est magnifique. J'en parle beaucoup dans ce podcast parce que forcément c'est un groupe que j'écoute beaucoup depuis depuis quelques mois on va dire. Et ce film est fou en fait, j'en avais parlé mais il m'avait un peu trauma étant petit, et maintenant plus de 10 ans plus tard en fait c'est vraiment un de mes films préférés. Il y a beaucoup de procédés que j'aime beaucoup, des thèmes que j'aime beaucoup aussi, et le fait d'avoir les musiques en fait qui racontent, en fait l'album The Wall qui est raconté en images, je trouve ça trop fort d'avoir fait ça en fait. Il y a des trucs, c'est brillant, les passages en animation mélangés aux prises de vue réelles, c'est vraiment incroyable, c'est des sortes de transitions en animation, enfin c'est super stylé. C'est un film qui est très marquant dans ses images et ses propos, le réal étant assez revendiqué on va dire pour ces films qui font assez parler de lui à chaque fois. Et franchement j'ai beaucoup aimé revoir plutôt donc Pink Floyd The Wall, qui est vraiment magistral sur un album, peut-être mon album préféré all time. Donc voilà, je revois très rarement des films on va dire autant de fois, mais quand c'est vraiment des films que j'adore et des films préférés aussi, forcément ça passe toujours plus simplement, c'est toujours plus facile à revoir, et en même temps ça permet de réécouter aussi l'album qui est juste magnifique. Donc voilà, je conseille de regarder Pink Floyd The Wall. J'ai noté 5 sur 5. Après je suis pas très objectif parce que forcément j'aime beaucoup le groupe à la base, mais franchement si vous aimez les films musicaux et le groupe, c'est mieux du coup si vous regardez le film. Si vous connaissez pas le groupe de base ou quoi, ça sera peut-être un peu plus compliqué parce que c'est assez spécial comme univers, mais franchement c'est trop sympa, c'est trop kiffant, c'est marquant, c'est dérangeant, c'est trop cool en fait. Maintenant que je vous ai parlé de tous les films que j'ai vus ce mois-ci, donc ça représente à peu près une 30aine de films au total, je vais vous donner 5 de mes préférés, 3 qui m'ont déçu et 5 que j'ai pas du tout aimé. Alors pour ce qui est de mes préférences, mon top 5 un petit peu, alors il n'y a pas d'ordre, c'est vraiment 5 que j'ai beaucoup aimé pendant ce mois-ci. Je mettrai Grave de Julia Ducournau, vu le jour 3. Je mettrai Portrait d'une jeune fille en feu de Céline Sciamma, vu le jour 5. Je mettrai aussi The Furious, réalisé par Kenji Tanigaki, le jour 12, que j'ai vu au cinéma et qui était très kiffant. Et je mettrai aussi Anabi, vu le jour 17 au cinéma, pareil, film de Takeshi Kitano que j'ai beaucoup aimé. Et enfin je mettrai Alice, vu le jour 18 de Yann Svankmajer, qui est vraiment un réal que j'ai découvert en fait avec ce film et qui m'a beaucoup plu dans ses méthodes donc d'animation et de stop motion. Pour ce qui est des 3 films qui m'ont déçu maintenant, je mettrai Pierrot le Fou, que j'ai vu le jour 9. J'avais quand même pas mal d'attentes et finalement j'étais assez déçu. Je mettrai Orphée, vu le jour 22. Pareil, j'avais pas mal d'attentes vu que j'avais beaucoup aimé le Testament d'Orphée dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'a un peu déçu quand même, mais que je retenterai un jour. Et enfin Akira, donc qui est quand même un des films d'animation japonaise les plus connus et les plus réputés, qui m'a assez déçu. Et pour ce qui est des 5 films qui m'ont carrément pas du tout plu, je mettrai Wu de Willem, vu le jour 7, où j'ai vraiment pas kiffé, où j'ai mis 1 sur 5, ce qui arrive très rarement. Banger, pareil, vu le jour 7, où j'ai mis 2 sur 5 et que c'était vraiment pas ouf. Je mettrai aussi Le Corbeau. Alors pour le coup c'est même pas que ça m'a déçu, parce qu'en fait j'avais un peu d'attente mais pas assez pour être déçu, mais j'ai pas du tout kiffé le fait que c'est mal vieilli, que c'était trop long au niveau du ressenti. Je mettrai aussi Roulet Jeunesse, vu le jour 20, où là pour le coup je m'y attendais un petit peu parce que c'est une petite comédie tranquille, pas trop connue, et je m'attendais un petit peu à pas kiffer, mais voilà, c'est malheureusement dans ce top 5. Et enfin Black Snake, que j'ai vu le jour 23 et qui est un film caniculaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'a vraiment en fait même pas trop fait rire. Il y avait quelques vannes drôles mais c'était vraiment tout. Pour conclure donc ce défi, je pense que je ferai d'autres mois un petit peu dans l'année où je me fixe un peu une limite, ou en tout cas un objectif avec un thème en commun ou en particulier sur 30 jours. Par exemple, pas de cinéma français pendant un mois, ça peut être marrant, même si j'aime beaucoup le cinéma français. Mais pour le coup, voilà, j'ai bien aimé le fait de ne voir aucun film américain, même si j'en regarderai à nouveau une fois le défi terminé. Mais voilà, j'ai bien aimé et c'était globalement pas difficile en fait de regarder autre chose. C'est pas comme si je partais de zéro non plus, comme je le disais, c'était vraiment un défi assez soft, dans le sens où je regardais déjà beaucoup de cinéma étranger, même si particulièrement français et asiatique. Mais j'ai beaucoup aimé ne voir aucun film américain.
même s'il y en avait beaucoup qui me tentaient et que j'ai dû décaler donc au mois suivant. Mais franchement, voilà, c'est un défi que je conseille, entre guillemets, à ceux qui regardent peut-être beaucoup trop de cinéma américain, ou en tout cas de gros films américains. C'était très sympa de découvrir du cinéma un peu de tous les pays, même si encore une fois j'ai pas pu voir non plus tout ce qui existe un petit peu partout dans le monde, mais ça peut être intéressant de refaire un mois en fait dans l'année où ça serait une partie 2. Je referai 30 jours sans film américain, ou alors je me focus sur 30 films asiatiques par exemple, ou bien 30 films néo-zélandais, j'en sais rien. Enfin, bref, ça peut être des concepts, et n'hésitez pas à me donner vos avis ou vos idées si vous en avez. Avant de conclure cet épisode, j'espère que les films dont je vous aurais parlé vous auront peut-être parlé ou pas, que ça vous donnera peut-être envie de vous mettre en fait au cinéma peut-être plus étranger si c'est pas déjà le cas, ou de carrément faire une pause avec le cinéma américain qui est à la fois très omniprésent en fait dans le monde du cinéma depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Et j'espère aussi que cet épisode, qui est le plus long de ma chaîne, il me semble, vous aura plu. Et que dans l'ensemble, mes reviews sont assez complètes. Peut-être qu'elles vous donneront envie ou pas. J'essaie d'être assez court sur les films pas trop intéressants pour prioriser justement les films intéressants à voir et vraiment cool à regarder. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à mon letterboxd SML Movies, où vous pouvez retrouver en fait toutes les reviews de ces films à l'écrit. De vous abonner aussi à ma chaîne YouTube SML Productions, où j'ai posté pas mal de choses, y compris les podcasts pour ceux qui préfèrent le format sur YouTube. Et n'hésitez pas aussi à aller check mes autres réseaux ou ce que je fais un petit peu sur Insta. C'est toujours cool d'avoir des petits avis et des petits échanges sur le cinéma. Bref, j'espère que ce podcast vous aura plu et on se dit au mois prochain.